Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Isabelle Vitali, je suis directeur innovation et business excellence chez Sanofi France. Et je vais échanger avec vous sur un très joli sujet qui est de l'idée à l'expérimentation. Parce qu'en fait, d'avoir des idées, c'est bien, mais arriver jusqu'à les expérimenter, c'est probablement encore mieux. Et pour ce faire, chez Sanofi, je vais vous expliquer un petit peu comment on travaille, mais d'ores et déjà, je voudrais vous présenter les personnes qui m'accompagnent, puisque nous avons souhaité initier cette démarche d'innovation d'une façon très collective et participative. Et donc, nous travaillons avec des experts. Et je suis entourée d'experts, un expert patient, bonjour. Nathalie de Paris. Bonjour. Et puis un expert plus technologie, qui est expert en santé chez Orange. Bonjour. Alors tout d'abord, on va enclencher une discussion tous les trois. Je voulais pour ce faire vous dresser un petit peu la façon dont on aborde l'innovation en e-santé. Notre démarche en fait s'inscrit dans une démarche qui va s'appuyer plus sur l'usage que sur les nouvelles technologies, au moins au démarrage, même si on aime beaucoup la tech. Pour ce faire, on a identifié un certain nombre de questions qui nous paraissent stratégiques pour l'écosystème de la santé, pour créer de la valeur pour les patients d'abord, pour les professionnels de santé, puis bien évidemment pour notre entreprise et nos partenaires. Et ces questions touchent à des questions qui vont de l'usage du médicament, qui touchent également au sujet des maladies rares, au sujet du vaccin, au sujet de l'imagerie, en particulier sur les affections cutanées. Et en fait, on réfléchit d'une façon tout à fait collective, avec pour chacune des solutions que nous souhaitons développer, des patients, des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, infirmières. Et puis, nous emmenons avec nous des experts sur ces technologies de santé, que ce soit des startups ou des grands groupes. Donc on aura peut-être l'occasion au cours de notre échange de discuter sur différentes solutions sur lesquelles nous travaillons. Mais c'est vrai qu'au démarrage, il y a l'idée. Et l'idée, nous voulons dès le départ, en fait, initier la démarche de design thinking avec les patients, parce que ce sont eux qui connaissent le mieux la maladie. Et ça nous a intéressé d'être ensemble avec Nathalie, puisque en fait elle représente une innovation en soi. Ce sont les patients experts, qui est quelque chose d'assez nouveau encore en France. Et Nathalie va nous expliquer de quoi il s'agit. Alors un patient expert, c'est d'abord un patient qui est atteint de maladies chroniques et qui, au cours de sa maladie, a acquis des connaissances sur son vécu de maladie. Donc on s'est rendu compte que les patients parfois pouvaient aider leur médecin dans leur parcours de soins. Et on s'est dit, toutes ces compétences-là, il faut les mettre au service d'autres patients et au service des médecins également. L'Université des patients donc, a été créée en 2009 par Catherine Tourette-Turgis, qui s'est intéressée à ça et s'est dit essayons d'imiter un petit peu le modèle américain, notamment dans les années VIH, où finalement les patients eux-mêmes échangeaient beaucoup avec leurs médecins, puisque à cette époque-là, personne ne savait ce que c'était. Donc cette idée-là a germé dans l'esprit de beaucoup de professeurs d'université. Et la grande nouveauté en France, c'est que c'est l'université de médecine Pierre et Marie Curie qui accueille les patients, qui accueille cette université, ce cursus qui dure environ une année et qui est là pour mettre ensemble patients, médecins, professionnels de santé et pour se former tous ensemble à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique des patients, mais pas que. Et ces patients-là, donc moi et d'autres, on intervient dans ce qu'on appelle des programmes d'éducation thérapeutique. Par exemple, moi j'interviens à Saint-Antoine. Et on reçoit des patients qui sont non initiés et pendant une journée, on discute entre nous du vécu de la maladie, des traitements, mais aussi du quotidien, des objectifs qu'on peut avoir, des objectifs de vie. On discute aussi de la vie professionnelle, des conséquences de la maladie sur toute notre vie en fait. Voilà, mais j'interviens également aussi
chez Sanofi, puisque Sanofi fait participer ses patients experts à beaucoup d'études marketing. Et donc, on est là pour donner notre avis en tant que patient. On est quand même les premiers concernés, j'allais dire premiers clients, mais c'est presque ça. Et du coup, c'est vraiment un échange qui est très, très intéressant parce que parfois, il y a des choses qui nous, patients, nous paraissent pas du tout utiles. Et donc, Sanofi en tient compte. Alors en fait, c'est un board d'associations de patients, un board digital d'associations de patients. Ils sont très sévères en fait parce qu'en fait, ils connaissent l'usage. C'est très utile pour nous parce que parfois on pense avoir la bonne idée, mais en fait pas du tout. Donc parfois ils disent non, ça sert à rien en fait dans l'usage, ça n'est pas utile. La techno est très sympa, mais ça n'est pas utile. Et donc on se réfère beaucoup en fait à leur expérience pour développer ces solutions. Alors les patients, les professionnels de santé, on ne pouvait pas amener aussi un médecin, etc. Mais une fois qu'on a parlé avec le patient, avec le professionnel de santé, on a besoin de la techno. Et on a décidé de travailler avec Orange en santé parce qu'ils sont aussi dans cette démarche très collective. Et en fait, Stéphane, peut-être serait intéressant que vous puissiez décrire comment nous travaillons sur le sujet des maladies rares. Oui. Avec plaisir. Donc, alors en effet, en introduction, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Orange investit beaucoup sur la santé. Et on est ravis d'accompagner Sanofi sur un sujet qui est la diminution de l'errance diagnostique dans le cadre des maladies rares, justement par les nouvelles technologies. Donc là, on parle d'intelligence artificielle, on parle de big data, on parle d'objets connectés, enfin toutes ces thématiques-là. Donc le lien n'est pas forcément évident entre justement une problématique santé très impactante pour les patients et pour leurs proches, d'un premier point de vue, et puis un sujet très techno, très telco, qui peut paraître un peu distant par rapport à une pathologie. Donc sur les maladies rares, en fait, ce qu'on a appris justement en travaillant avec Sanofi, avec les patients, c'est qu'il y a à peu près entre 6 et 8 000 pathologies rares aujourd'hui qui sont référencées. Donc c'est un sujet qui est complexe, différents types de thérapies à la clé. C'est un sujet qui est complexe aussi en termes de diversité des acteurs, puisqu'on a affaire à l'ensemble de l'écosystème de santé finalement, quand on est dans un parcours d'errance diagnostique. On a affaire au réseau de ville, on a affaire au réseau hospitalier, experts, non experts. Il y a des filières également qui existent. Il y a 23 filières aujourd'hui qui existent en France sur les maladies rares. Il y a des centres de référence. Enfin, voilà. Donc il y a un écosystème qui est très complexe. Et donc pour justement travailler en matière d'innovation sur ce sujet-là, on a initié une démarche de design thinking dans une approche très collaborative. Donc le premier point, ça a été de mettre en place, de modéliser en fait les parcours patients, de façon à bien comprendre les enjeux, les freins et identifier les causes racines en fait aux problèmes qu'on avait pu identifier. Donc ça, on l'a fait forcément avec les acteurs qui sont partie prenante du parcours patient. Et aujourd'hui, donc je ne vais pas être trop long, mais on lance une phase d'idéation où là, on va être vraiment sur de la créativité. Et l'enjeu, c'est vraiment de faire le lien entre justement tout ce qu'on a compris du parcours, de ses impacts sur la qualité de vie des patients et encore une fois de leurs proches, et justement la technologie, tout ce que j'ai évoqué en introduction. Donc en fait, là, on a l'idée. Et une fois qu'on a l'idée, il faut bien évidemment ensuite envisager les solutions. Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les nouvelles technologies nous permettent d'adresser les usages dans beaucoup de pathologies, mais en particulier dans les pathologies, les maladies chroniques. Et là encore, Nathalie, vous avez une expérience, puisque vous avez beaucoup travaillé sur la polyarthrite rhumatoïde. Oui, effectivement, on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup de patients qui restaient quand même très sous-informés. Et puis, il y a une autre chose aussi qui nous a poussé à construire un MOOC, donc c'est Massive Open Online Course. Pour construire ce MOOC, on s'est rendu compte aussi que la polyarthrite rhumatoïde était globalement en régression en termes de chiffres, donc moins de malades, mais plus de malades plus jeunes. Donc, puisque cette pathologie, juste pour vous faire un petit débrief, c'est plutôt une pathologie de deuxième partie de vie qui concerne plutôt les femmes. Et aujourd'hui, quand on fait une photo de la situation, voilà, on est plutôt maintenant sur des jeunes patients en dessous de 30 ans. Donc, les jeunes patients en dessous de 30 ans, ils ont un ordinateur à chaque main, un smartphone, et voilà. Et comment les toucher pour bien les former, pour bien connaître sa pathologie.
Et le but du jeu, c'est toujours le même, faire en sorte que les patients soient mieux dans leur vie, mieux soignés, plus observants, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent correctement leur traitement et qu'ils puissent continuer à vivre le plus normalement possible. Donc ce MOOC, il a été déjà expérimenté à 2 reprises, 2 sessions. Chaque fois, c'est 6 semaines, 1h30 environ par semaine de travail. Donc c'est du e-learning et ça vient compléter ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'ETP. En fait, on peut faire ce MOOC quand on veut, on se connecte quand on veut. On a des liens d'articles de presse à lire. On a aussi des témoignages de patients. Et la nouveauté, c'est qu'il y a des conférences en direct tous les mercredis soirs avec un thème, un patient, un soignant. Et on s'est rendu compte parmi nos nombreux participants, là, si on additionne les participants du premier et deuxième MOOC, on est à plus de 500 personnes. Et on n'a pas que des patients. Donc c'est ça aussi qui nous a surpris, c'est qu'on a des professionnels de santé, des kinés, mais aussi des aidants, et puis aussi des gens qui s'intéressent tout simplement à cette pathologie sans en être vraiment touchés de près. C'est ce que permettent aussi les nouvelles technologies, effectivement, de toucher plus largement en fait, un public qu'on n'aurait pas forcément touché. Absolument, c'est là qu'on se dit que quand on voit les gens qui se connectent, ils se connectent de partout. On a même des gens qui se sont connectés d'Algérie, du Maroc, mais aussi des États-Unis. Donc c'est vraiment, on a l'impression que vraiment on a un vecteur de communication qui est très, très, très important et de très, très bons retours, justement, puisque l'idée, c'est quand même d'interroger les connaissances des patients en début de MOOC et voir l'évolution en fin de MOOC. Et on se rend compte que les patients sont tous extrêmement conquis par ce e-learning. Et puis, ça les pousse encore mieux à se soigner et à avancer. Donc on voit bien qu'en fait, une fois qu'on a l'usage, on peut s'intéresser à la tech pour rendre les choses concrètes. C'est ce qu'on a enclenché également sur un agent conversationnel qui embarque en fait de l'intelligence artificielle et qui va permettre de renforcer l'information concernant le bon usage des médicaments de prescription complexe ou pour de nouveaux médicaments qui arriveraient sur le marché. Alors là, on va plus parler un petit peu plus tech, mais enfin, vous verrez que finalement, on est toujours ramené à l'usage, ce qui est plutôt finalement assez rassurant. C'est ce que vous pouvez peut-être nous décrire, Stéphane. Oui. Donc, en effet, on travaille actuellement sur un agent conversationnel. Donc, alors, c'est une version, je dirais, très élaborée de ce qu'on appelle les chatbots, de façon plus prosaïque. On est sur un sujet très particulier, donc on est sur une pathologie particulière, sur une cible patient très, très spécifique. Donc, pour que cet agent conversationnel leur apporte de la valeur, il est vraiment clé qu'on comprenne bien leurs besoins. Donc la démarche, elle est vraiment partie dans une logique de user-centric, donc vraiment centrée sur les utilisateurs. Donc de façon très logique, on a dans un premier temps mis la technologie de côté. On ne s'est pas posé la question de la technologie. Ce qui était vraiment important, c'était de comprendre les besoins, les questions que pouvaient se poser les professionnels de santé, les patients, éventuellement les proches, autour de cette pathologie. Donc ça, c'est un premier sujet, identifier toutes les questions qu'on peut se poser. Deuxième point, ça a été d'identifier forcément les réponses. Et les réponses, on est dans un environnement réglementaire, réglementé, il y a un engagement de responsabilité quand même qui est très fort. Voilà, donc les réponses, elles ne sont pas anodines. Donc il fallait identifier toutes les sources qui pouvaient apporter des réponses à toutes ces questions. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça a été justement de faire le lien entre ces questions et ces réponses par le biais de ce qu'on appelle un schéma conversationnel. Donc c'est une espèce de logigramme qui permet justement déjà de prédéfinir un peu les questions et les réponses que tout un chacun peut se poser. Et ensuite, l'enjeu, ça a été de contextualiser ce schéma conversationnel, donc de tester un peu la robustesse de ce schéma conversationnel à la lumière de différents aspects. Premièrement, la pharmacovigilance, qui est quand même très, très spécifique à l'industrie pharmaceutique. C'est une contrainte réglementaire très forte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, éventuellement, est-ce que cet agent conversationnel ne va pas générer des déclarations de cas de pharmacovigilance? Donc, c'est un sujet qu'il faut absolument traiter. Ça peut avoir des impacts sur des organisations. Autre sujet, c'est bien entendu travailler sur le langage et sur l'apprentissage. Donc là, on est vraiment sur l'intelligence artificielle et sur la sémantique en fait de cet agent conversationnel. On ne va pas s'adresser à un médecin de la même façon qu'on va s'adresser à un patient ou à un proche ou à un enfant, etc. Voilà, donc il y a tout un travail qui est fait également sur la sémantique
mais aussi sur l'enrichissement de cette sémantique. Et le troisième aspect, qui est un peu sous-jacent, mais très, très important, notamment quand on parle de confiance, c'est tout ce qui est hébergement de données de santé, puisque par le biais de cet agent conversationnel, il est possible, alors on ne le sait pas encore, ça reste à qualifier, mais il est possible qu'on ait accès, sans le vouloir, à de la donnée de santé à caractère personnel. C'est un environnement qui est très contraint, là aussi, de façon, dans l'ensemble des pays européens. Et donc, ce qu'apporte notamment Orange, par l'intermédiaire de cette solution, c'est justement cette capacité à héberger les données de santé dans des data centers qui sont conformes à la réglementation française. Réglementation française et réglementation européenne. J'ai entendu tout à l'heure dans la session précédente, il y a une question sur la GDPR. Alors bien évidemment, on y est extrêmement sensible. En France, en Suisse, et bien évidemment très sensible aux règles de la CNIL. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour cette solution-là en particulier, on a souhaité travailler avec Orange, hébergeur de données de santé, ce qui est un critère en fait qualifiant pour le type de solution que nous souhaitons développer. L'étape d'après, en fait, c'est aussi l'évaluation. C'est-à-dire qu'une fois que ce sera terminé, ce qui n'est pas encore complètement le cas, c'est de pouvoir évaluer la valeur pour le patient, pour le professionnel de santé. Donc en fait, dans notre démarche, on ne veut pas être des faiseurs de POC, pour vous dire autrement, de gadgets. Donc on veut véritablement pouvoir évaluer la valeur pour le patient et le professionnel de santé au travers de user tests, voire d'études, pourquoi pas, puisque c'est l'une de nos compétences, auprès de professionnels de santé. Et donc là, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes finalement assez classiques qu'on maîtrise plutôt bien dans la pharma. Mais on ne s'interdit pas non plus d'avoir une démarche aussi innovante pour pouvoir assesser, évaluer en fait ces solutions. Et par exemple, dans le cas de l'agent conversationnel, on est en train de réfléchir avec Capcode, qui est une start-up que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, qui est une émanation d'une CRO, pour voir avec eux comment finalement on pourrait suivre les évolutions dans la prise en charge d'une maladie avec un traitement donné, grâce à une amélioration en fait de l'information sur l'usage grâce à l'agent conversationnel, et peut-être aller voir si on peut aller capter des informations, y compris sur les réseaux sociaux. Alors c'est très précurseur, mais malgré tout, on se dit que très probablement, il y a des choses à faire. Voilà, donc on essaie et c'est intéressant pour nous d'avoir le patient, le professionnel de santé, le grand groupe qui maîtrise une techno, et qui pour nous en plus est hébergeur de données de santé, et puis la start-up. Et en fait, recréer cet écosystème qui nous permet, semble-t-il, d'avoir l'approche la plus pragmatique possible et en même temps la plus innovante. C'est toujours cette balance entre l'usage et l'innovation technologique en fait, qui nous importe beaucoup, avec un accent, vous l'avez compris, je crois, très fort sur l'usage. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'ancrer cette démarche dans un lieu. Alors on a ouvert en fin d'année dernière le 39 bis, où à la fois Nathalie et Stéphane ont pu se rendre, qui est un lab 100% dédié à la e-santé, dans lequel, en fait, effectivement, on veut favoriser ces échanges, d'abord dans l'entreprise, mais également avec l'écosystème extérieur, celui dont je vous parlais, les patients d'abord, les médecins, les startups, les autres grands groupes, les acteurs de l'innovation au sens large. Et c'est vrai que dans notre domaine, et on l'a évoqué un peu, il y a des aspects réglementaires qui sont très, très forts. Donc il y a tous ces sujets aussi de la réglementation, du modèle aussi, du modèle d'affaires pour pouvoir mettre à disposition des patients, qui en fait nous anime beaucoup dans nos réflexions. C'est un vrai sujet. Parce que l'idée, à la fin du bout, quand même, c'est d'industrialiser pour que ça soit disponible pour le patient. Vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, je voulais juste te dire que je pense que quand on inclut dans un métier comme le vôtre les patients qui sont finalement, je dirais, soit les premiers de la chaîne, soit les derniers. Enfin, les deux, voilà. D'ailleurs. Les deux, je crois la boucle est bouclée. On démarre avec un patient qui connaît bien ce qu'il a, et en même temps, on soigne un patient pour qu'il aille mieux. Je pense que c'est déjà en soi très innovant. Et moi, je me souviens, je ne suis pas toute jeune, et au début, quand je suis tombée malade, je n'avais pas du tout une voix à apporter. C'est-à-dire que moi, je faisais ce qu'on me disait, plutôt bien ou plutôt mal d'ailleurs. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est en train de changer. La médecine est en train de vraiment prendre un tournant. L'industrie pharma a compris qu'il fallait vraiment inclure les patients dans ces démarches-là. Et c'est extrêmement important. Et je pense qu'aujourd'hui, les patients ont une vraie... on est partenaires de tout ce que vous faites pour nous. Voilà.
Oui, juste un mot. Enfin, en conclusion, ce qui est intéressant en termes de rapport d'étonnement, c'est que depuis 2-3 ans, en tout cas dans la santé, on voit que les barrières tombent en fait. On voit que des grands groupes comme Orange et Sanofi, qui a priori n'ont pas grand-chose à se dire, quoi, un opérateur téléphonique et un industriel de la pharmacie, ont finalement des choses à faire ensemble et qui sont vraiment porteuses de valeur. On voit également des grands groupes travailler avec des startups et on ne l'a pas évoqué, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la valeur d'usage. Et là, ce qu'on fait avec Sanofi sur la santé, donc nous on est vraiment spécialisé dans la santé, on s'inspire beaucoup de ce qui se passe dans des domaines qui sont peut-être plus mûrs en termes de transformation numérique, notamment tout ce qui est grande consommation et tout ce qui est banque également. Donc ça c'est très inspirant pour nous, notamment sur notamment les agents conversationnels et d'autres sujets. Si vous avez des questions, on les prendra avec grand plaisir. Il y en a une là, oui. Ma question, c'est quelles sont les pathologies avec lesquelles Sanofi travaille avec les patients experts aujourd'hui? Alors en fait, on travaille avec les patients experts qui font partie, certains, du board dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, les maladies sur lesquelles on les interroge pour mieux comprendre, c'est toutes les maladies qui nous intéressent, donc le diabète, le cancer, les maladies rares, pour en citer quelques-unes. Je voulais juste ajouter qu'on peut nous interroger aussi sur des produits transverses, sur des choses type la vaccination, par exemple, l'importance de la vaccination, par exemple des objets que Sanofi souhaite développer. Je pensais notamment à un pilulier électronique que les patients ont d'entrée rejeté très fermement. Mais voilà, ça peut être aussi quelque chose de très transverse et pas simplement cloisonné pathologie par pathologie. D'ailleurs, dans ce board, il y a plein de maladies représentées. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi vous avez eu besoin d'ouvrir un lieu spécifiquement pour l'écosystème? Enfin, quel besoin? Alors, je ne sais pas si c'est un besoin en fait. On s'est dit que c'était une bonne idée pour ancrer une démarche en fait. Parce que finalement, des lieux d'innovation, il y en a pas mal dans Paris. Et se dire qu'une entreprise comme Sanofi qui porte l'innovation avait intérêt de créer un endroit où en fait on pouvait à la fois, quels que soient les métiers, parce que vous avez en France à la fois ce qu'on appelle les activités commerciales avec le médical, mais il y a aussi la R&D, il y a les activités industrielles, un lieu où chacun pourrait se retrouver, quel que soit le métier, quelle que soit l'entité, quel que soit le niveau hiérarchique, pour réfléchir ensemble sur les sujets de la e-santé, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc on n'est pas dans une démarche métier finalement, on est vraiment dans une démarche totalement transverse, sur des sujets qui nous concernent tous, plus ou moins directement, mais pas forcément directement par notre propre métier, et qui nous permet aussi d'être en lien avec des personnes à l'extérieur. Donc c'est faire aussi rentrer le dehors-dedans et puis le dedans-dehors. Donc il y a des Learning Expeditions par exemple qui sont organisées dans le cadre de cela, mais il y avait d'ailleurs certains collaborateurs qui sont venus ici dans le cadre de Learning Expedition. Ça nous a semblé intéressant. Donc il y a une offre en fait, c'est pas uniquement un lieu, c'est une offre. Il y a une offre, on appelle ça booster les visions. C'est pour donner à voir, donc très régulièrement, toutes les semaines et plusieurs fois par semaine, il y a des interventions d'acteurs de l'innovation. Donc ça peut être des patients, des représentants d'associations de patients, ça peut être des spécialistes de la blockchain, ou ça va être une start-up qui va venir présenter en fait son offre. On a une autre offre qui est booster les projets, donc on va pousser les projets en e-santé avec des méthodes aussi nouvelles, parce que l'innovation c'est quoi, mais c'est beaucoup comment aussi. Donc nous déjà on croit beaucoup à cette intelligence collective qu'on voulait illustrer ici, mais c'est aussi des méthodes plus rapides, donc des méthodes agiles, la méthode agile, le Scrum, mais aussi des méthodes de design thinking qu'on apprend aussi à nos collaborateurs. Et puis il y a ce qu'on appelle justement l'autre pilier qui est booster les pratiques, où vraiment là on met les gens en situation de vivre, d'expérimenter l'innovation. Alors c'était une envie, peut-être plus qu'un besoin, je ne sais pas. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur la modélisation du parcours patient. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Pardon? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la modélisation du parcours client? Oui, sur les maladies rares en fait. Donc sur la méthodologie, vous voulez dire, sur la façon de s'y prendre? Oui, exactement. Oui, donc en fait, ça passe par des entretiens. Donc déjà, on a réuni un panel représentatif en fait, des acteurs qui sont impliqués dans le parcours patient. Donc c'est à la fois des médecins, des patients, des professionnels du paramédical. Enfin voilà, il y a tout l'écosystème, les responsables de filière également, qui sont représentatifs des acteurs impliqués dans le dispositif. Et ensuite, on les a interrogés pour comprendre l'existant et comprendre surtout, alors à la fois il y a une dimension très, je dirais, processus, quelles sont les étapes, etc. Mais il y a aussi une dimension très, très empathique. Et c'est ça qui est important. C'est finalement quel est le retour, quel est le ressenti, qu'est-ce qui manque, quelles sont les émotions. Donc il y a une dimension très émotionnelle qu'on peut retrouver aussi, enfin ça peut paraître un peu paradoxal, mais par le digital. Et donc ça a été un élément important. Et ensuite, on a eu des ateliers de design thinking. Donc on a mobilisé des UX designers. Ils nous ont aidés à modéliser. Alors la difficulté, c'est je le disais tout à l'heure, on était entre 6 et 8 000 pathologies. Donc il faut un modèle qui soit suffisamment représentatif de l'existant, mais sur un spectre de pathologies très très large. Donc ça a été vraiment la difficulté du sujet. Et on a travaillé justement sur la modélisation de ces parcours, donc étape par étape, avec une dimension très interpersonnelle et très orientée sur le ressenti, l'émotion. Et vous avez abouti à combien de parcours patients? Combien de parcours? Ouais. Là aujourd'hui, en fait, on a un parcours standard, donc très générique. Et justement, on va travailler maintenant sur les causes racines des dysfonctionnements, parce que c'est ce qui nous intéresse pour aller vers les solutions. Les irritants, Travailler sur les irritants, d'accord. Et ensuite, donc ça, c'est le point de départ pour les phases d'idéation. C'est ça? Oui, c'est ça. De créativité, d'identification des solutions. Et là, vous développez les solutions directement jusqu'à la proposition de valeur, on verra. jusqu'au prototype Déjà, ce qui est marrant, c'est que même pendant cette première phase, il y a des idées qui ressortent. Donc, il y a un certain nombre d'idées qui sur sont le parcours. Oui, déjà, quand les gens parlent, en fait, ils ont des idées. On a tous des idées. Et donc, ils les expriment. Donc, déjà, on a capté pas mal de choses. Puis ensuite, l'idée, c'est de se dire, qu'à le dire, à un moment donné, on va définir une solution et puis on va la développer. Enfin, c'est ce qu'on veut faire. D'accord. Mais ce qui est intéressant sur ce type de projet, c'est qu'on n'arrive pas avec une solution toute faite. On part vraiment d'une feuille blanche. Ah ouais. On ne sait pas où on va. Donc, c'est un peu flippant des fois. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, vous évoquiez les pistes concernant les données sur les réseaux sociaux. Je voulais vous demander un peu quels étaient pour vous le futur, quel usage on pourrait faire des données des réseaux sociaux, exactement quelles données d'ailleurs pourraient intéresser Sanofi sur les réseaux sociaux, des données de santé ou d'autres données qui agrégées donnent une information sur la santé des utilisateurs. Alors déjà, les réseaux sociaux, c'est très intéressant pour la pharma, pour identifier les patients, pour entrer dans les essais cliniques. Donc ça, il y a déjà des choses qui sont faites par Sanofi. Parce que vous savez, donc avant qu'un médicament soit mis sur le marché, on fait des essais cliniques. Et l'une des difficultés lorsqu'on fait ces essais cliniques, c'est de sélectionner, d'identifier les patients et de les mobiliser, les motiver. Et en fait, il y a une démarche qui est effectivement initiée d'aller, avec un réglementaire qui est juste grand comme ça et haut comme ça, mais d'aller pouvoir sélectionner des patients grâce à Facebook par exemple. Donc le réseau social, c'est des gens en fait, ni plus ni moins, qui sont dans un espace virtuel, mais c'est d'abord des personnes. Donc ça, c'est une des premières activités qu'on peut imaginer. Et puis ensuite, dans les réseaux sociaux, c'est déjà de suivre, de comprendre en fait l'impact de ce que l'on va pouvoir mettre à disposition. Si on prend restons sur l'exemple des maladies rares. Nous mettrons en place une solution à un moment donné. L'idée, c'est de la mettre à disposition des patients. Probablement soit sur des forums qui sont dédiés aux patients qui ont des maladies rares, il y en a pas mal, ou des groupes de discussion, ou d'une façon plus large, des réseaux plus ouverts. On imagine qu'on va pouvoir aller collecter de l'information sur la valeur, en fait, l'impact que peuvent avoir les solutions que l'on va proposer. C'est comme ça, c'est ce que l'on imagine.
Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci, Nathalie, merci Stéphane.